pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. On a vu des énormes nuages de fumée sortir de la banlieue sud. Tout le monde s'est dit une explosion, en tout cas de frappe de cette force-là, c'est forcément pour tuer Hassan Nasrallah. Et visiblement, c'était le cas. Une commission d'enquête sur le recrutement des gangs de rue. Ça inquiète énormément la communauté maghrébine de Saint-Léonard. On est terrorisés. On a peur d'envoyer nos enfants maintenant à l'école. Ils envoient dehors. On est inquiets. On est terrorisés. Vraiment, c'est le mot. Voici Patrick Lagacé. Lundi, le 30 septembre 2024. Merci d'être avec nous. Vous pouvez nous écrire 985, 14 degrés sur la région de Montréal. Aujourd'hui, dernier jour de septembre, ensoleillé toute la journée. 15 degrés ce matin et maximum de 22, 25 avec humidex aujourd'hui. Demain, alternance soleil et nuages, maximum de 23. Mercredi, nuageux. Sortez les parapluies, forte probabilité d'averse, maximum de 20 degrés. Je commence avec une nouvelle qui concerne le port de Montréal. Les débardeurs sont en grève. Ça avait été télégraphié, grève de 72 heures. C'est le genre de conflit qui peut avoir des répercussions importante sur toute l'économie. Une grande partie de tout ce qui entre au Canada et de ce qui en sort, on le sait, ça se fait par conteneurs sur des bateaux. Et les débardeurs chargent et déchargent ces conteneurs des bateaux. Tout conflit qui peut causer un effet domino sur l'économie là, attire forcément l'attention du gouvernement fédéral. Et c'est pour ça qu'en 2021, un même genre de conflit au port de Montréal, encore un conflit, une grève des débardeurs avait provoqué l'adoption d'une loi spéciale. Donc, ça grogne quand même, il faut le dire, pas juste dans les ports canadiens, ça grogne un peu partout dans les ports en Amérique du Nord. Il y a eu une courte grève à Vancouver tout récemment, et aux États-Unis, il y a une autre grève qui se prépare dans l'est du pays, et le gouvernement américain, il y a quelques années, a aussi eu recours à une loi spéciale pour ordonner le retour au travail, même si le président Biden est considéré comme quelqu'un qui est pro-syndicat. Et encore là, pourquoi on a eu une loi spéciale aux États-Unis? Ben, c'est pour la même raison qu'au Canada, au nom de l'économie. Les perturbations peuvent être rapidement très, très grandes quand il y a un conflit dans les ports. Aujourd'hui, c'est la journée vérité et réconciliation pour souligner les sévices infligés au peuple autochtone et un peu partout dans les quotidiens, vous allez retrouver toutes sortes de textes à thématique autochtone. Je souligne dans le Journal de Montréal un texte très terre à terre, là, il y a quelques personnes qui ont fait une marche de 200 km en Abitibi, une marche pour la réconciliation, 200 km à pied, autochtones et alliés, toutes sortes de témoignages sur la difficulté pour beaucoup de nos concitoyens autochtones à être autochtones. Il y a des sévices, il y a des traumatismes qui sont liés, par exemple, à tout l'enjeu des pensionnats. Et il y a plein de témoignages là, qui ont été recueillis dans le Journal de Montréal. La grosse nouvelle dans l'international en fin de semaine, c'est la mort du chef du Hezbollah libanais, tué par une série de bombardements à Beyrouth. Et tout ça survient dans le contexte là, où les nouvelles en provenance du Moyen-Orient sont absolument étourdissantes. Il y a la guerre à Gaza, il y a le nouveau front ouvert par Israël au Liban en pilonnant les positions du Hezbollah. Il y a aussi les Houthis au Yémen en appui aux Palestiniens qui envoient des missiles sur Israël et Israël réplique. On a frappé au Yémen en fin de semaine. Donc, comment on a tué Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, là, qui se tairait, qui se cachait depuis la guerre de 2006? Ben, ses positions, d'abord, Israël savait exactement où il était, là, selon ce qui circule dans les médias. On savait depuis longtemps ses allées et venues. Et là, à Beyrouth, en fin de semaine, les Israéliens ont envoyé 85 missiles sur une position dans un milieu urbain. Et sous l'immeuble où était Nasrallah, il y avait un bunker. Le Hezbollah devait penser que tout ça les mettait à l'abri. Mais 85 missiles anti-bunker ont fait le travail. On a tué Nasrallah, on a tué d'autres officiels aussi du Hezbollah. Il a été tué, semble-t-il, pas parce que le bunker s'est écroulé sur lui, il a été tué par les ondes de choc. Donc, les habitants de Beyrouth qui étaient dans les environs ont décrit, vous l'avez entendu tantôt au début du tour d'horizon de l'actualité, on avait un extrait de reportage. Quand
il y a eu cette attaque sur les positions du Hezbollah, sur le quartier général du Hezbollah. Les Libanais, les gens de Beyrouth, savaient qu'on visait Nasrallah par l'impact, par l'intensité des tirs de missiles. Donc, ça pose toute la question du renseignement israélien. Manifestement, les Israéliens ont des espions partout parce que, semble-t-il, on savait où était Nasrallah, on connaissait ses allées et venues. Et quand je dis des espions partout, les Israéliens frappent de façon très efficace les positions du Hezbollah au Liban. Et ça s'inscrit aussi dans une série de coups absolument, d'un point de vue logistique, qui sont des succès incroyables pour les Israéliens. Tuer ou blesser 3000 combattants du Hezbollah, on s'en rappelle, il y a une dizaine de jours, par l'explosion de téléavertisseurs piégés. C'est un exemple de ça. On a tué aussi à Téhéran, en Iran, un chef du Hamas qui était dans une maison, dans un appartement qui avait été piégé longtemps à l'avance pour les Israéliens. Donc, le renseignement israélien, les opérations spéciales israéliennes qui sont d'une efficacité redoutable. Par contre, tout ça, ça s'inscrit dans un combat politique aussi. Comment est-ce que ça fait avancer la cause d'Israël? Est-ce que ça rend Israël plus sécuritaire? On va parler de tout ça avec Jean-François Lépine aujourd'hui, un peu plus tard à l'émission. On vient au pays. J'ai fait une chronique ce matin dans la presse sur l'histoire de Chania Laroche-Bélanger. C'est une sportive, une marathonienne. Et en gros, elle était au Marathon de Montréal, son premier marathon dimanche de la semaine passée. Et au 28e kilomètre, c'est le cauchemar. Elle se réveille dans une ambulance. Elle ne sait pas ce qu'elle fait là dans l'ambulance. Comment elle s'est retrouvée là. Elle n'en a aucune idée. Elle est en direction de Sacré-Cœur, l'hôpital du Sacré-Cœur, pas très loin de l'accident. Elle est sonnée, elle perd conscience. Elle se réveille à l'hôpital, elle demande à la médecin qui est en train de déchirer ses vêtements pour l'ausculter. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Et la médecin lui dit, la seule information qu'elle a, c'est « vous avez été frappé par une moto ». Et là, Chania se dit, voyons, je suis en train de courir le marathon, comment je peux me faire frapper par une moto? Bien, c'est bel et bien ce qui est arrivé. Elle a réussi après ça à reconstruire le récit des événements. Je raconte ça dans la presse aujourd'hui. On va recevoir un peu plus tard à l'émission, à 7h25, Chania Laroche-Bélanger qui aurait pu y laisser sa peau. Je vous dis, elle va vous raconter l'accident là, dont elle a pu reconstruire les détails, reconstituer les détails sur la base d'une témoin principalement. C'est le genre d'accident où facilement vous pouvez mourir. On en parlait avec Bénédicte tantôt. Il y a des ados qui sont ciblés par les gangs pour travailler. Je mets entre guillemets. Il y a des gangs de rue qui font appel à des adolescents pour faire toutes sortes de jobs, de la fraude, des vols de voitures. Et là, il y a eu une sorte d'escalade dans l'utilisation des adolescents. On l'a vu il y a quelques jours. Il y a un Montréalais de 14 ans qui s'est attaqué aux Hells Angels avec un complice. Il est allé en Beauce armé d'une AK-47. Il a trouvé la mort dans des circonstances qui sont encore nébuleuses, pas éclaircies. Et ce jeune homme-là s'appelait Yanis Segouani. Et ça a causé, toute cette histoire-là, une onde de choc dans la communauté maghrébine de Saint-Léonard, du nord de Montréal. Pourquoi? Parce que les parents déplorent que de plus en plus, leurs ados sont ciblés. Leurs ados tombent dans une logique comme ça, criminelle, gracieuseté des gangs de rue. Et il y a eu une manifestation de parents de Saint-Léonard, de la communauté maghrébine en fin de semaine. Ils ont manifesté dans un parc samedi, 500 personnes quand même. Et ils réclament une commission d'enquête. Ils disent que les ados maghrébins sont particulièrement ciblés par les gangs pour faire justement des jobs criminels. Et il semble que les autorités scolaires soient au courant, qu'on soit débordés. Il y a du recrutement dans les écoles, du recrutement sur les réseaux sociaux. On va parler de tout ça avec l'avocat d'origine maghrébine, Nazar Saati, un peu plus tard à l'émission. Il a pris la parole lors de cette manifestation. J'attire votre attention sur un texte du Journal de Montréal qui parle d'itinérants victimes de meurtres. Il y a 15 morts qui ont été recensés chez les itinérants là, par le Journal de Montréal qui a compilé les statistiques depuis 2013. 11 sont survenus dans les 5 dernières années. Et il y a une intervenante de la mission Old Brewery là, qui témoigne, qui dit qu'il y a probablement des éléments de trafic de drogue là-dedans. Il y a beaucoup de chicanes, semble-t-il, liées à la consommation de drogue. Ça cause des conflits, ça cause des querelles qui peuvent, quand les gens sont intoxiqués, quand ils ont des problèmes de santé mentale, rapidement dégénérer. Et toujours sur la même thématique, dans le Journal de Montréal, beau reportage, mais je mets beau entre guillemets, de Louis-Philippe Messier sur le cas d'un itinérant campeur.
C'est un monsieur de 63 ans qui s'appelle Jacques Brochu, qui montre aux journalistes son campement. On ne dit pas trop c'est où, là, dans Hochelaga-Maisonneuve. Il s'est construit une petite maison de fortune avec une tente. Il y a un plancher en bois, etc. Et c'est vraiment la survie que ce monsieur-là, M. Brochu, raconte. Et il dit quelque chose d'intéressant. Il ne veut pas vivre en refuge. Il ne veut pas aller en refuge. Les refuges, c'est pour la nuit. Il ne fait pas habiter là. Lui, il veut son petit coin. Et il a trouvé son petit coin. Est-ce qu'il va être démantelé? On ne le sait pas. Il n'a pas l'air de déranger. Il a l'air d'être dans un coin boisé. Il y a même d'autres tentes pour accueillir des amis. Et il témoigne et il dit, écoutez, moi, je suis sur le BS. J'aimerais ça avoir un logement. J'ai pas assez d'argent pour avoir un logement. Donc, il faut le dire et il faut le répéter. Quand il y a de l'itinérance, c'est pas toujours, mais souvent aussi un symptôme de cette crise du logement. Je reste dans le Journal de Montréal, cauchemar d'automobiliste. Je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle-là. Un jeune homme qui s'appelle Jonathan Thibault, qui a acheté une Jetta Volkswagen en décembre 2023. Donc, l'auto n'a pas 1 an. C'est une auto neuve. Et il voulait une auto neuve, ce gars-là. Pourquoi? Pour pas avoir de trouble. Il a toujours eu des voitures usagées. Il habite Jonquière. Il s'est dit, là, je vais acheter une auto neuve. J'aurai pas de problème. Ça va être sur garantie. C'est tout le contraire. Il y a plus de problèmes avec son auto neuve qu'avec toutes les voitures d'occasion qu'il a eues dans le passé. Et on fait le diagnostic de tous les problèmes qu'il a eus depuis quelques mois. Là. Les boutons des portières, la radio, les essuie-glaces, la crémaillère. Il est toujours rendu, le gars de Jonquière, chez le concessionnaire. Et là, écoute, tu te mets à sa place et tu te dis, je pige dans mes poches. J'achète une voiture neuve, je me dis j'aurai pas de trouble, je suis toujours rendu au garage. Si ça arrivait avec n'importe quel autre bien de consommation, on pourrait le rapporter au magasin puis dire tu vas m'en donner un neuf. Quand c'est une voiture puis vous avez la malchance de tomber sur un citron comme ça, bonne chance. Personne ne veut reprendre l'auto. Il faut souvent aller devant les tribunaux. Là, il est question de Volkswagen, mais des histoires semblables, j'en ai entendu, qui touchaient toutes sortes de constructeurs, même des voitures de luxe comme des Mercedes. Quand vous êtes pogné avec un citron, bonne chance, vous vous engagez dans une bataille contre le constructeur et aussi contre le concessionnaire. Et là, quand il va au concessionnaire et il dit « tu vas changer mon char », le concessionnaire dit quoi? Il dit, va voir le constructeur, va voir Volkswagen. Et quand M. Thibault se retourne vers Volkswagen, qu'est-ce qu'on lui dit? Ben oui, vous avez deviné, va voir le concessionnaire. Le SPVM a fait une opération sur plusieurs jours là, pendant la rentrée scolaire pour discipliner les automobilistes. On sait qu'il y a eu quand même quelques accidents, quasiment 1 mois de surveillance accrue. Le commandant Michel Lebrun du SPVM va être avec nous vers 7h40, va nous présenter les résultats de cette opération. Et toujours sur la thématique de l'automobile, on a beaucoup parlé depuis 1 an et demi des problèmes de la Société de l'assurance automobile du Québec pour ce qui est du service à la clientèle. Il y a eu tous les problèmes avec le système informatique. Et là, dans les journaux des coops de l'information, on a fait une enquête. On a appelé à la SAC. On s'est dit, on va essayer de parler à un être humain. Est-ce que c'est possible de parler à un être humain? On a fait 30 appels sur une durée de 3 semaines. Résultat, les journalistes ont réussi à avoir la ligne, comme on dit, à parler à un être humain 2 fois seulement. Et 24 fois sur 30, les gens ont attendu avant d'être débranchés, de se faire dire d'aller sur le site Web. Et on cite comme ça le cas d'un homme qui attend un remboursement de la Société de l'assurance automobile du Québec depuis 11 mois. Donc, c'est à lire aujourd'hui dans vos journaux des coops de l'information comme le Soleil de Québec. On va parler aussi aujourd'hui à l'émission de pharmacie fermée. C'est dans la presse. Si vous avez une pharmacie où vous allez remplir vos prescriptions, qui a modifié, qui a réduit ses heures d'ouverture, bien, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est un phénomène qui est répandu. La presse a enquêté là-dessus. Il y a une pénurie de pharmaciens, mais une pénurie aussi d'assistants techniques en pharmacie. Tout ça force les pharmaciens, pharmaciennes à réduire leurs heures d'ouverture un peu partout au Québec. Ça a un impact particulièrement, disons, dommageable en région, mais pas seulement en région. Il y a le cas aussi qui est cité dans la presse là, de la pharmacienne Pascale Gagnon à Gatineau. Elle avait toujours fermé le dimanche. Elle se disait, j'ai besoin d'une journée de congé. Mais là, c'est rendu qu'elle est fermée aussi le samedi. Elle est la seule pharmacienne qui est disponible et elle dit, écoutez,
j'ai un gros stress parce que je suis là pour servir les clients, les patients, sauf que je peux même pas être malade parce que j'ai pas de remplaçante. Et l'article de la presse le cite des solutions à la pénurie de personnel. Sur la Rive-Sud, il y a une pharmacie, semble-t-il, qui fonctionne avec un système de casier. Donc, si vous voulez aller chercher vos médicaments après les heures d'ouverture, on vous envoie un mot de passe, il y a un casier, vous rentrez le code, vous payez et vous pouvez prendre vos médicaments comme ça, c'est à l'extérieur de la succursale. On va aller aux États-Unis maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu les images absolument saisissantes, la destruction causée par l'ouragan Hélène. On est en train de mesurer les dégâts et la destruction va être vraiment majeure. 116 morts d'abord dans 6 États. On sait que ça a frappé en Floride, mais les vents et les pluies ont vraiment frappé des États bien au nord de la Floride, en fait sur une distance de 1000 km à partir de la côte. On estime les dommages qui vont s'établir dans une fourchette de 15 à 26 milliards de dollars. On parle de routes endommagées, système d'aqueduc endommagé, réseau électrique, évidemment des bâtiments, des commerces, des maisons. Et pour les assureurs, on en parle un peu partout dans la presse américaine, là, ça va aggraver une situation qui est déjà fragile. Et les Américains sont déjà ébranlés là, par toutes sortes de désastres naturels. Il y a des Américains qui ne peuvent même pas s'assurer parce qu'ils sont dans des zones où il y a trop d'ouragans, trop de vent, trop de pluie. Et ils étaient déjà dans une situation précaire. Il y a ces Américains qui ont encore subi des dommages. Donc, il y a un programme fédéral, semble-t-il, d'indemnisation, mais qui ne va pas subir. Dans les reportages, c'est ce qui se passe en Caroline du Nord qui frappe beaucoup. Il y a eu des inondations dans des régions montagneuses où il y avait des rivières, par exemple. Là-bas, il y a eu des vents, oui, mais il y a eu des pluies torrentielles. Et on sait que les ouragans apportent des pluies torrentielles. On sait qu'il y en a de plus en plus avec le réchauffement climatique et ils sont de plus en plus forts. Et là, en Caroline du Nord, il y a cette histoire-là. L'histoire d'un village où le niveau de l'eau a monté. En 5 minutes, ça a monté de 6 pieds. Ça a causé des inondations monstres. Vous regardez là, les images. Je lisais un texte du Washington Post. On parlait de l'après. Les gens se sont sauvés. Il y a eu des coulées de boue parce qu'il y a eu des glissements de terrain. C'était une sorte de Pompéi moderne. Pompéi, c'est la ville en Italie où, à l'époque antique, là, si je ne me trompe pas, là, il y a eu une explosion d'un volcan et le village de Pompéi est tombé dans une sorte de... a été enseveli. C'est un peu le même genre de scène à échelle réduite. On se comprend qu'on a pu constater en Caroline du Nord. Il y a des gens qui témoignent. Écoutez, j'étais dans ma maison avec ma famille. Il y a eu une coulée de boue. La maison a bougé de 60 pieds. On pensait qu'on allait mourir. Les gens ont survécu, ont dû sortir par les fenêtres. Il y a plein de témoignages comme ça. C'est absolument incroyable comme destruction, ce qui s'est passé avec l'ouragan Hélène. Je termine, tant qu'à être dans l'international, là, sur ce qui s'est passé en Autriche. Il y avait des élections législatives en Autriche et c'est le Parti de la Liberté, un parti d'extrême droite dirigé par un type qui s'appelle Herbert Kickl, qui a remporté une pluralité des voix, donc 29% des voix. Et on le sait, dans plusieurs pays européens, là, comme l'Autriche, il y a un système d'élection proportionnelle. Donc ça force toujours les partis à collaborer pour gouverner. Personne ne veut collaborer avec ce parti-là, le Parti de la Liberté. Pourquoi? Ben, c'est un parti d'extrême droite, et je dirais même plus d'extrême droite dure. C'est en Autriche. Il y a une symbolique particulière, on le sait, parce que Hitler est né en Autriche. Ben, ce parti-là se réclame d'une certaine mythologie hitlérienne. Le chef de ce parti-là, M. Kickl, là, veut se faire appeler chancelier du peuple. C'est aussi l'appellation préférée de Hitler, semble-t-il, à une époque. Il a aussi repris à son compte le terme de remigration. La remigration, c'est, disons, une coche plus loin dans la suspicion, la frilosité face aux immigrants. La rémigration, dans le discours d'extrême droite, c'est le projet d'enlever la nationalité de gens qui sont pas nés dans le pays et de les expulser vers leur pays d'origine. Donc, faites-le depuis 5, 10, 15, 20, 25 ans. Si vous êtes né ailleurs qu'en Autriche, selon les vues de ce pays-là, ce qu'on veut, c'est vous renvoyer chez vous. Évidemment, ce parti-là est aussi anti-vax, très pro-russe, etc. Donc, c'est une certaine commotion, pas juste en Autriche, un peu partout en Europe. Merci d'être là. Écrivez-moi 98985. Toujours bien informé. Au
98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Il y a une semaine, on célébrait le grand succès du marathon Beneva de Montréal. Des milliers de coureurs là, qui ont participé dans les quelques épreuves, des 10 km, des demi-marathons, marathon aussi. Et c'est le marathon, le 42 km, que courait pour la première fois ma prochaine invitée. Tout allait bien pour elle. Et au 28e kilomètre, bang! L'accident, elle a été frappée par une moto reliée à l'organisation du marathon Beneva de Montréal. Elle s'appelle Chania Laroche-Boulanger. Je racontais ce matin son histoire dans la presse. Je suis très heureux de l'accueillir à ce micro. Chania, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Chania, avant de parler de l'accident, avant de parler de ce que vous avez vécu, une semaine plus tard, comment vous allez? Une semaine plus tard, je crois que vous l'avez mentionné, c'est encore un peu un cauchemar. Par contre, c'est un petit miracle aussi que physiquement, je me porte de mieux en mieux. OK. Vous savez pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire que vous étiez au 28e kilomètre, vous m'avez raconté que votre course allait très bien, c'était votre premier marathon, vous vous sentiez bien, et là, vous vous êtes réveillé dans une ambulance. Il y a une témoin, une autre coureuse qui vous a vu vous faire frapper par une moto. Racontez-nous ce que cette jeune femme-là vous a raconté à propos de votre accident. Oui, c'était un peu le lendemain que j'ai eu des réponses à mon accident parce que sur le coup, dans l'ambulance, je comprenais pas trop. Je venais de reprendre conscience. J'avais perdu conscience très longtemps et c'est la coureuse le lendemain qui m'a contactée pour me dire que j'avais été frappée par une moto, que j'avais perdu conscience, qu'elle était inquiète même que j'arrête de respirer et que j'ai commencé à faire des convulsions et que l'équipe médicale après ça a pris soin de me prendre et de partir en ambulance avec moi. Cette jeune femme-là qui s'appelle Geneviève Maude Leduc, elle racontait, là, d'abord, c'était pas un peloton, là, il n'y avait pas beaucoup de coureurs dans la rue, et elle a été dépassée par une moto de l'organisation. Il y en a pour la sécurité, pour les premiers soins, pour prendre de la vidéo. Dépassée sur sa droite, la moto s'est déportée vers sa gauche, vers vous. Et là, elle vous a vu vous faire frapper, vous êtes tombé au sol. Vous avez jamais eu conscience d'être frappé par une moto, là? Non, j'ai jamais eu conscience. Une semaine après l'incident, par contre, je commence à me souvenir de l'impact. Je commence à me rappeler du son que ça l'a fait. Mais non, j'ai jamais vu la moto arriver. Donc là, vous vous ramassez en traumatologie à l'hôpital du Sacré-Cœur. Qu'est-ce qu'on vous a diagnostiqué là-bas? C'est là le petit miracle. Après tous les tests pour les fractures, après tous les tests pour les hémorragies, les traumatismes crâniens, je m'en sors avec seulement une commotion cérébrale et quelques contusions. Mais votre ami est allé vous voir, là, c'est un gars qui s'appelle Harvey. Il est allé vous voir, il arrive là, puis ce qu'il m'a dit, c'est que quand il vous a vu, vous aviez l'air d'une boxeuse qui avait vraiment pas gagné son match, là. Vous aviez deux yeux au beurre noir. Deux yeux au beurre noir. Oui, c'est encore le cas. Je suis très amochée, mais par chance, c'est seulement des blessures de surface. Donc, c'est quelques contusions derrière la tête, au niveau de mon visage dû à l'impact et au niveau de mes jambes aussi. Mais vous auriez pu mourir. Oui. J'avais pas réalisé. Ça m'a pris du temps à comprendre l'ampleur de l'accident parce que j'allais un petit peu à la pêche aux questions. Ça m'a pris du temps à comprendre que j'aurais pu y passer. Chania, vous avez eu des contacts avec des gens de l'organisation du Marathon Beneva de Montréal. Qu'est-ce qu'on vous a dit et êtes-vous satisfaite des réponses que vous avez obtenues? Ça a été, comme je viens de mentionner, ça a été une pêche aux informations. On a dû nous-mêmes contacter l'équipe. Ça a été long avant qu'on ait un retour de l'équipe. Même au niveau de l'équipe, ils n'étaient pas encore, ils ne comprenaient pas non plus l'ampleur de ce qui m'était arrivé. En date d'aujourd'hui, je suis toujours pas satisfaite. Je trouve qu'il y a eu un petit manque de prise de responsabilité et d'action. Dans le fond, d'établir un plan d'action pour que des situations comme ça ne réarrivent plus et qu'aucun coureur ou coureuse
soient en danger pour leur sécurité. Donc, il y a l'organisation, mais il y a aussi le sous-contractant, parce que la moto qui vous a frappé, c'est la moto d'une organisation qui s'appelle EMC, Escorte Moto Cycliste. Ils assurent la sécurité puis la logistique là, dans certains événements comme ça, comme des Ironman. Les gens de EMC, ils n'ont pas essayé de vous contacter. Non, en aucun cas. J'ai eu des nouvelles de cette entreprise-là. Chania, vous m'avez dit hier, quand on s'est parlé, tout le monde court un marathon pour des raisons là, personnelles. Vous aviez une raison bien personnelle d'être là, de vouloir faire le marathon. Expliquez ce que vous avez vécu depuis 1 an et des poussières. Oui, c'est une grosse épreuve, courir 42 km. Il y en a qui le font pour le plaisir, mais parfois, ça prend une petite motivation supplémentaire. Moi, l'année passée, j'étais inscrite au demi-marathon bénévole encore à Montréal. J'ai pas pu le faire malheureusement parce que j'ai été diagnostiquée avec une tumeur osseuse. J'ai été en chirurgie par la suite. J'ai fait de la réhabilitation. J'ai recommencé à m'entraîner tranquillement, à réapprendre un petit peu les mouvements mécaniques de mes jambes. J'ai vraiment parti de je ne marche plus à je réapprends à courir. Puis mon entraînement se passait super bien. J'ai couru des grosses distances cet été, puis je me sentais prête à faire le marathon. Donc, je trouvais que c'était un beau défi pour boucler la boucle de mon événement de santé. Votre demi-marathon a été, vous ne l'avez pas fait l'année passée pour cause de maladie. Là, c'est survenu le diagnostic juste avant. Puis pour vous, courir le marathon, c'est une sorte de revanche sur la maladie, sur le SARS, si je comprends bien. Oui, exactement. C'était un peu une façon de me prouver à moi que peu importe ce qui pouvait me mettre à terre, puis c'est un mauvais jeu de mots, mais j'étais capable de me relever plus forte. Là, je sais que votre ami Simon Harvey, qui a couru avec vous, qui a fini avant vous, en fait, qui est arrivé au fil d'arrivée, je le précise, puis qui a eu un appel pour signaler que vous étiez dans l'ambulance, là, peu après son arrivée au Parc Maisonneuve, lui, il a une idée. Il veut vous organiser un marathon personnel. En terminant, racontez aux gens qui nous écoutent, c'est quoi cette idée-là? J'ai vent de cette idée-là parce que même le lendemain de mon accident, j'étais déjà entêtée à finir mon marathon. Il a donc eu l'idée de m'organiser un petit marathon à Sherbrooke avec un trajet, un itinéraire maison sur une piste cyclable, donc sans voiture évidemment. Avec des amis, de le faire à relais. Donc, dès que ma santé va se porter mieux, je vais finir mon marathon. Parce que c'est une symbolique particulière pour vous. Oui. Chania, merci. Je sais que vous êtes encore ébranlée. Vous avez subi un léger traumatisme crânien. Je sais que c'est pas facile pour vous de parler de ça. Merci. Je pense que c'était nécessaire de raconter qu'il y a eu cet événement-là qui aurait pu être beaucoup plus tragique. Et j'espère que vous allez avoir des réponses de l'organisation du Marathon bénévole de Montréal. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. C'était Chania Laroche-Boulanger. C'est Simon Harvey, son ami, qui m'a contacté pour me raconter que oui, ça a été un succès, ce marathon-là, mais il y a quand même une petite anicroche qui valait la peine d'être racontée. Et là, il y a des questions qui se posent. Moi, on me raconte que dans des événements semblables, là, où il y a des coureurs, aussi des Ironman, il y a des motos qui sont opérées par EMC pour toutes sortes de choses. Il faut se promener sur l'itinéraire. Et selon ce que j'ai compris, il y a une erreur humaine qui a poussé là, ce motocycliste à percuter Chania au 28e kilomètre sur Saint-Laurent. Ceci étant dit, qu'elle n'ait pas reçu un appel, que son cas n'ait pas été sur le dessus de la pile dans les urgences médicales et qu'on fasse un suivi quelques jours après, je m'explique pas ça. Que EMC, à qui appartient les motos, n'ait pas contacté cette jeune femme-là, que EMC n'ait pas fait monter l'information plus rapidement au Marathon de Montréal, je comprends pas. Ce qu'on m'a raconté quand elle a été frappée, Chania, c'est que le pilote de la moto, il était en petite boule à terre et il se morfondait. Il était dans tous ses états. Que l'info n'ait pas été mise de l'avant, qu'on n'ait pas été plus proactif pour prendre des nouvelles de Chania Laroche-Boulanger, c'est incompréhensible. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé.
Jean-François Lépine est là pour sa chronique internationale. Un seul sujet aujourd'hui, le Moyen-Orient. Bonjour Jean-François. Bonjour Patrick. Jean-François, j'avais hâte de te parler parce que les bouleversements, les événements se bousculent au Moyen-Orient. En fin de semaine, Hassan Nasrallah, qui était le chef du Hezbollah, a été tué dans des frappes ciblées. Il y a une crainte d'escalade et là, les pressions viennent autant des États-Unis que de la Chine. Ça vient de partout pour que Israël cesse l'escalade afin d'éviter un conflit dans la région. Oui, c'est très important. C'est une attaque, en fait, qui a, pour certains, en tout cas, passé une sorte de ligne rouge. Là. Il faut imaginer que Hassan Nasrallah, c'était un politicien qui était parmi les plus importants du monde arabe. Le Time Magazine l'avait déjà mis parmi les 100 personnes les plus influentes du monde. Donc, c'est une attaque extrêmement provocante d'Israël vendredi sur le quartier général du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. C'est pas en plein cœur de Beyrouth comme on voit des attaques aujourd'hui. Donc, une attaque qui a tué, comme je l'ai dit, un des leaders les plus puissants du monde arabe et d'autres membres de son état-major. On l'a vu au cours des derniers jours, il y a énormément d'attaques ciblées qui ont été menées contre des dirigeants militaires aussi du Hezbollah. Donc, on peut imaginer à quel point tout ça a affaibli le mouvement. Et je dis que ça a franchi une forme de ligne rouge parce que ça pourrait provoquer une réaction extrême de la part de l'Iran. Pourquoi? Parce que l'Iran, c'est le pays qui finance le Hezbollah, qui en est à l'origine de sa naissance aussi. Aujourd'hui, je l'ai évoqué, Israël continue. Il y a eu d'abord hier toute une série de frappes un peu partout au Liban, mais Israël aujourd'hui a franchi une autre étape en frappant au centre, cette fois-ci de Beyrouth, la capitale du Liban, une frappe qui aurait tué le chef du Hamas au Liban, qui s'appelle Fatah Sherif Amin. Donc, on voit encore une fois qu'Israël ne perd pas le nord. Là, on continue à frapper. Tout en frappant le Hezbollah, on frappe aussi des membres importants du Hamas. Et ensuite aussi, on dit que 3 personnes influentes du Front populaire de libération de la Palestine auraient péri aussi au cours de ces frappes au centre de Beyrouth. C'est donc extrêmement important. Là. Ce qu'il faut dire, c'est que pendant des années, Israël aurait probablement pu procéder à l'élimination de Hassan Nasrallah plus tôt qu'aujourd'hui, mais il y a toujours eu des formes de limites à son action dans le passé. Et hier, le New York Times disait « Les Israéliens aujourd'hui ne sentent pas de contraintes malgré les critiques venues de l'étranger ». Il faut imaginer là, que les Américains continuent, malgré toutes les critiques, malgré M. Biden qui dit qu'il ne faut pas un conflit ouvert, les Américains continuent à approvisionner quotidiennement Israël en armes dans cette dernière guerre, et ça depuis le 7 octobre dernier. Il y a plus de 80 bombes américaines qui ont été larguées sur cette attaque sur le quartier général du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth vendredi. Ça a fait 300 morts, dont le leader du mouvement, 4 édifices pulvérisés. On voit donc l'ampleur de l'importance de l'aide américaine malgré toutes les critiques qui sont adressées à M. Netanyahou, le premier ministre israélien, qui lui-même, devant l'Assemblée générale de l'ONU vendredi, a été très arrogant. Je ne sais pas si tu as vu ou entendu une partie de ce discours-là. Il a promis devant tout le monde, alors qu'il est critiqué, de poursuivre l'offensive au Liban. Et on l'a vu toute la fin de semaine. Après ça, les frappes se sont accentuées. Le résultat, là, pour finir sur ce point-là, c'est qu'il y a plus d'1 million de réfugiés au Liban qui ont quitté leur maison pour fuir la guerre. C'est le 5e de la population du pays. Donc, c'est comme si on recommençait au Liban le scénario de Gaza, les gens qui sont obligés de fuir. Quel est l'objectif d'Israël? C'est évidemment d'éliminer la résistance du Hezbollah, et ça pour des années, parce qu'on peut peut-être pas l'éliminer totalement, profiter du vacuum de pression étrangère pour frapper le plus fort possible, puis avec des moyens disproportionnés. Et tout ça, là, c'est le résultat, les experts le disent de plus en plus, d'une opération qui a été préparée depuis longtemps et qui a commencé par ce fameux attentat aux pagettes piégées. Et tout ça pour décourager l'adversaire en lui infligeant des pertes énormes en peu de temps, par des frappes d'une ampleur sans précédent. Mais c'est inouï. Jean-François, détruire le Hamas, détruire le Hezbollah maintenant, d'un point de vue israélien, bon, c'est souhaitable. On sait qu'Israël est entouré d'ennemis qui veulent sa destruction, mais est-ce que c'est vraiment le début de la fin du Hezbollah?
Encore une fois, on voit les événements se dérouler avec une telle vitesse et une telle ampleur ces temps-ci qu'on se dit, est-ce que ça va réussir? On le voit à Gaza, malgré toute la destruction, le Hamas continue à être actif, continue à frapper les troupes israéliennes. Qu'est-ce qui va arriver du Hezbollah? Il faut rappeler simplement, peut-être, Patrick, que c'est un mouvement qui est né dans les années 80, à l'époque où Israël avait envahi le Liban pour une première fois. Et l'objectif, c'était que l'Iran voulait intervenir pour harceler Israël, pour créer un mouvement de résistance contre Israël et contre les États-Unis. Il y avait des attentats importants qui ont été faits, des attentats suicides contre des soldats américains à l'époque. Le Hezbollah a été formé par les gardiens de la Révolution, qui est un peu la partie militaire de l'Iran, d'élite derrière le régime iranien, financé à coups de centaines de millions de dollars depuis par Téhéran. Israël avait mené en 2006, c'est ce qu'on appelle la dernière guerre du Liban pour Israël. En 2006, donc, Israël avait mené une importante invasion du Liban pour les éliminer, après des campagnes de harcèlement que le Hezbollah avait menées à partir du sud Liban. Il y avait eu 34 jours de guerre, plus de 1000 morts du côté libanais, 150 du côté israélien. Cette guerre-là, en 2006, s'est terminée par une impasse qui avait amené le retrait d'Israël du territoire libanais. Ça avait été jugé à l'époque, dans le monde arabe, comme une victoire du Hezbollah, la première milice non étatique qui avait été capable de résister à Israël. Le chef du Hezbollah, le leader spirituel, Hassan Nasrallah, avait même été mentionné par le magazine Time, comme je l'ai dit, parmi les 100 personnes les plus influentes du monde. Il avait construit cette milice-là, mais aussi un parti politique redoutable au Liban, qui contrôle une partie du gouvernement. Donc, on voit la force de ce mouvement-là. Après ça, l'Iran avait même utilisé le Hezbollah pour frapper en Syrie pour protéger le dictateur Bachar el-Assad après le printemps arabe. Donc, on voit que le Liban, le Hezbollah a pris une importance extrême, mais graduellement, le monde arabe s'est mis à dire qu'est-ce que c'est que ce mouvement-là. On s'est mis à accuser le Hezbollah d'avoir kidnappé le Liban pour le transformer en une base pour l'impérialisme iranien. Depuis le 7 octobre, le Hezbollah menait une guerre limitée de harcèlement à la frontière entre Israël et le Liban, ce qui a forcé plus de 70 000 Israéliens à être évacués de cette région-là. C'est pour ça que M. Netanyahou veut absolument mener cette guerre au Liban pour permettre à ces gens-là de retourner chez eux, assurer la paix dans cette région-là. Depuis le 7 octobre, ces escarmouches, en tout cas ces attaques du Hezbollah en Israël, ne menaient pas à des conséquences majeures. Hassan Nasrallah avait même dit qu'il ne voulait pas de guerre ouverte, mais Israël a surpris tout le monde, comme je l'ai dit, avec l'attentat des pagettes piégées en lançant l'offensive des dernières semaines. Et là, on se dit, où est-ce que ça va s'arrêter? Ce qu'on peut dire, là, pour répondre à ta question, c'est que le Hezbollah sera probablement hors jeu là, avec tout ce qui se passe pendant les années à venir. Il va devoir se reconstruire. Il y a même des experts qui disaient hier, avec la mort de Nasrallah, c'est la mort de l'âge d'or du Liban. Pas du Liban, du Hezbollah. C'est probablement ce que veut M. Netanyahou. On va voir. Ces forces-là sont capables de renaître. Elles en ont les moyens. Et elles ont surtout beaucoup de détermination. Tu le disais, Jean-François, le Hezbollah n'existe pas sans l'Iran. C'est une créature de l'Iran qui a pris le contrôle du Liban. Là. Mais là, les observateurs disent l'Iran ne va pas réagir à tout ça. C'est quand même assez surprenant de penser que les Iraniens vont laisser la mort de Nasrallah comme ça, impunie, entre guillemets. Pourquoi on pense que l'Iran ne va pas réagir? D'abord parce que l'Iran, on le sait, vit une période de contestation politique interne importante, une crise économique importante. On dit que l'Iran n'a pas les moyens d'affronter directement Israël. D'ailleurs, le leader spirituel, encore une fois, un peu l'équivalent de Hassan Nasrallah, mais en Iran, Ali Khamenei a réagi à la mort de Nasrallah en disant que le Hezbollah et que les Houthis du Yémen, on en a déjà parlé dans le passé, répondraient aux attaques d'Israël. On attend toujours une riposte qui a été promise et qui
et surtout maintenant avec l'assassinat de Hassan Nasrallah, quelle va être la réaction de l'Iran? Tout le monde parle d'une ligne rouge qui a été dépassée par Israël, mais il faut dire qu'Israël, avant même ce qui s'est passé depuis 2 semaines, a frappé durement l'Iran par des frappes dissuasives. On a parlé en avril dernier de l'élimination d'un commandant important des fameux gardiens de la Révolution qui s'appelait Mohamed Zahedi, qui a été assassiné en Syrie par un bombardement du consulat iranien à Damas. On imagine l'audace d'un geste comme celui-là de la part d'Israël. On a parlé aussi de l'assassinat du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, en pleine ville de Téhéran. Encore une fois, Israël n'a jamais revendiqué, mais on imagine l'audace d'un geste comme celui-là. Je t'ai parlé aussi dans le passé de la destruction il y a 1 mois d'une fabrique de missiles iraniens en Syrie. Tout ça était orienté là vers... c'est une façon de montrer à l'Iran, on est là, on vous surveille, on est capable de vous frapper où que vous soyez. Alors, il y a une forme d'intimidation de la part de l'armée israélienne. On a même bombardé hier le Yémen parce que les Houthis, qui est une milice, encore une fois, aidée par l'Iran, pourraient attaquer Israël. Ils l'ont fait à certains endroits en fin de semaine. Mais le phénomène de base, là, c'est que l'Iran n'est pas, malheureusement pour eux, en position de s'attaquer à Israël de front. Il y a même le président iranien qui était en visite à l'ONU la semaine dernière et qui a proposé de reprendre des discussions avec les États-Unis et ses alliés sur le contrôle du développement nucléaire en Iran. Il a parlé de paix au Moyen-Orient dans une entrevue à CNN. Tout ça, c'est une indication que l'Iran n'est pas capable de mener une guerre. Donc, c'est une menace de moins. Je suis certain... Ce serait une menace de moins. En effet, mais je suis certain qu'il va y avoir beaucoup de bouleversements dans les prochaines heures, dans les prochains jours. On va se reparler très bientôt, Jean-François. Merci beaucoup. À bientôt, Patrick. C'était Jean-François Lépine. Parler de sécurité routière maintenant, on le sait, il y a de plus en plus de véhicules et il y a de plus en plus dans la région de Montréal et au Québec là, de piétons qui sont blessés, de cyclistes, plus d'accidents de voitures aussi. Et le service de police de la Ville de Montréal qui a mené pendant la rentrée scolaire une vaste opération pour discipliner les automobilistes. Michel Lebrun, commandant responsable de la sécurité routière au service de police de la Ville de Montréal, est en studio. Monsieur Lebrun, bonjour. Bonjour. C'était quoi cette opération-là, l'opération rentrée scolaire 2024? Bien, du 26 août dernier au 20 septembre, on a procédé à notre opération rentrée scolaire où on a fait évidemment plusieurs opérations de sensibilisation auprès des automobilistes, mais aussi auprès de l'ensemble des usagers de la route pour habituer les gens aux nouvelles réalités là, des rues, des enfants dans les rues. Fait que vous avez ciblé uniquement les endroits là, contigus aux écoles, c'est ça? Effectivement, les zones scolaires, puis je pourrais dire sur le chemin de l'école, en fait, les corridors scolaires également. OK. Vous avez mis combien de constats d'infraction? Écoutez, pendant cette opération-là, on a remis plus de 8500 constats d'infraction aux automobilistes. 8500, puis pour l'infraction, là, c'était quoi, généralement? Des excès de vitesse, j'imagine? Oui, il y a beaucoup d'excès de vitesse encore dans nos zones scolaires et puis en périphérie des écoles. On peut parler de plus de 3850 billets d'infraction pour la vitesse. OK. Il y a des agents qui ont été déployés, mais vous avez utilisé aussi des radars? Oui, on a les radars photos qu'on a déployés dans nos zones scolaires. Et puis, à eux seuls, ils ont capté 1840 infractions quand même. C'est quoi des radars vivants? Les radars vivants, ce sont des appareils en collaboration avec les écoles puis les écoliers, en fait. L'élève ou le jeune étudiant, il va avoir un panneau sur lui qui va afficher une vitesse. Puis, un collègue écolier, avec un appareil radar, il va capter les véhicules. Et là, la vitesse du véhicule s'affiche sur le sac à dos. Sur le sac à dos. C'est ça, un radar vivant. C'est ça, le radar vivant. Qu'est-ce qui nous dit que ça marche, ça? La sensibilisation des automobilistes? Oui. En fait, nous, on constate, les écoles embarquent avec nous, les écoliers sont très, très heureux de participer aux opérations avec nous, mais aussi on voit les automobilistes quand ils voient l'affichage puis qu'ils sont au-dessus de 30 km/h, mais on voit le comportement qui réduit leur vitesse. OK. La Ville de Montréal a demandé à Québec, a imploré le gouvernement du Québec de lui donner 300 radars photos là, à déployer comme ça sur le territoire. Monsieur Leduc, là, vous êtes policier.
Est-ce que les radars photo auraient une incidence sur le comportement des automobilistes? On le voit dans les secteurs où ils sont installés. Oui, ça a un effet dissuasif sur le comportement des usagers de la route. Puis c'est un outil supplémentaire pour nous pour renforcer la sécurité routière. OK. Donc, vous en voulez plus? Vous êtes d'accord avec la mairesse? Bien, toutes les mesures qui peuvent améliorer la sécurité routière, on est d'accord avec ça. OK. Monsieur Lebrun, il y a le journal La Presse, le chroniqueur Maxime Bergeron, il y a quelques jours, là, qui a dévoilé des confidences qu'il a reçues de policiers. Il y a une baisse des constats d'infraction de 40 % qui a été notée en 2018 et l'an dernier. Et ça, ce serait lié au démantèlement de 4 divisions de sécurité routière où il y avait 80 patrouilleurs. Je comprends, là, aujourd'hui, vous venez de nous raconter qu'il y a eu une opération pour la rentrée, qu'on a distribué des milliers de constats d'infraction. Parfait. C'était-tu une bonne idée de démanteler cette escouade-là en 2018? Oui, il faut se rappeler, en 2018, il y avait un contexte lorsque la décision a été prise de ramener ces effectifs-là en unité de poste de quartier. Dans le fond, il y avait un problème de personnel et puis on voulait amener plus de robustesse en unité. Ces agents-là, ces postes-là ont été créés dans les postes de quartier pour rapprocher les agents qui sont dédiés à la sécurité routière, de la population puis des problématiques locales. Oui, sauf qu'il y a eu moins de tickets puis il y a plus d'accidents depuis. Notre bilan routier, dans le fond, il est stable au niveau des collisions mortelles. Et puis, depuis plusieurs années, c'est entre 25 et 30 décès, puis c'est vraiment trop. Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre l'emphase sur les comportements imprudents et puis mettre de l'avant la sécurité routière. OK, mais je vous pose la question. Depuis le démantèlement de cette escouade-là, M. Lebrun, la quantité de tickets remis pour des excès de vitesse, des infractions en mouvement, là, selon la presse, là, est passée de 420 000 à 250 000. Oui. Quasiment la moitié. C'est-tu bon pour la sécurité routière, ça? Bien, vous savez, en 2021 aussi, on a changé notre approche face à l'émission des constats d'infraction. On appelle la philosophie PIL. Une philosophie, oui, PIL. C'est un acronyme qui veut dire que, dans le fond, on privilégie de donner un constat d'infraction à la bonne personne qui commet une infraction qui a un impact sur le bilan routier, et dans un lieu qui est pertinent et puis dans un moment, exécuté dans un moment de la journée qui est pertinent également en lien avec notre bilan routier. OK, fait que moins de tickets, si je vous comprends bien, égale plus de sécurité? Mais des tickets plus ciblés. Nous, notre prétention, c'est que si on cible vraiment les comportements qui sont vraiment dangereux pour la sécurité routière puis qui ont un impact sur le bilan routier, qui causent des accidents, on pense qu'on va avoir un effet significatif sur la sécurité routière. Puis c'est dans ce mouvement-là qu'on travaille pour changer les comportements des usagers de la route. Okay, donc, pour vous, le démantèlement de cette unité-là de sécurité routière là, dans les 4 secteurs de la Ville de Montréal, c'est pas un problème? Bien, c'est qu'on a réorienté notre façon de faire, puis on veut se rapprocher des citoyens en unité. Alors, ces agents-là, au lieu d'être dans des sections spécialisées, bien, ils ont été redistribués au sein de chacune des unités de quartier pour travailler les problématiques locales. Parfait. Merci beaucoup d'être venu nous voir en studio. Merci à vous. Michel Lebrun est commandant responsable de la sécurité routière au service de police de la Ville de Montréal. Voici Patrick Lagacé. En fin de semaine, il y a plusieurs familles de la communauté maghrébine du nord de Montréal, de Saint-Léonard, qui se sont réunies dans un parc pour demander de l'action gouvernementale parce qu'ils disent que leurs jeunes sont ciblés, particulièrement ciblés par des gangs de rue criminalisés. Maître Nazar Sati est avocat bénévole à l'Association de la sépulture musulmane au Québec. Il est en studio. Maître Sati, bonjour. Bonjour. Le message des parents qui étaient réunis dans ce parc de Saint-Léonard, c'était quoi? En fait, il y avait 3 messages qui voulaient être véhiculés. Le premier, c'était que faut que les autres parents arrêtent de se mettre la tête dans le sable et se conscientisent par rapport au problème et que c'est un problème de société. Le deuxième, c'était qu'on ait une aide de la part du gouvernement parce qu'on est dépassé. Fait que ce soit le gouvernement fédéral ou provincial, il faut vraiment une concertation forte pour mettre fin à ce fléau-là. Et la troisième chose, c'était d'envoyer un message aux gangs qui recrutent les jeunes, comme quoi c'est le début de la fin pour vous. OK. On va décortiquer tout ça, là, Maître Sati. D'abord, vous parlez des parents qui se mettent la tête dans le sable face à ce problème. Ouais. Ce problème-là, décrivez-le-moi.
Bien, c'est simple. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est que dans les réseaux sociaux, ces jeunes que j'appelle des prédateurs, ce sont des prédateurs, à l'instar d'un prédateur sexuel, le leurre des mineurs, c'est la même façon. Ou sinon, les groupes radicaux, quand ils radicalisent les gens, c'est la même manière. On le voit, puis ils le font publiquement et ouvertement. Ils vont parler à ces jeunes-là qui ont souvent 12, 13, 14 ans, s'installer un peu tranquillement dans leur vie et éventuellement prendre la place de leurs parents et dire « c'est moi ta famille, t'as des problèmes, tu te tournes vers moi », puis totalement ou quasi totalement briser le lien de confiance avec leurs parents. L'autre partie du problème, c'est d'interpeller les pouvoirs publics. Qu'est-ce que l'État peut faire dans cette relation-là toxique, tordue entre des gangs criminalisés puis des jeunes ados qui sont recrutés pour faire des jobs criminels? Bien, au niveau fédéral, je pense que c'est simple. Là. Je pense qu'une commission d'enquête s'impose. Je pense que le code criminel va devoir être amendé pour que les jeunes prédateurs, comme je dis, qui recrutent les enfants d'eux-mêmes, se font punir de manière très sévère, qui comprennent que si je fais ça, je peux écoper d'une sanction d'emprisonnement très longue, une peine d'emprisonnement très longue. Sinon, au niveau provincial, ça serait que les CIUS, la DPJ, les écoles mettent ensemble un plan d'action pour contrer ce fléau-là, cette propagande-là. Ce phénomène-là de jeunes, d'adolescents qui sont recrutés par des gangs de rue criminalisés, est-ce qu'il est particulier à la communauté maghrébine? Je dirais pas non. Si on a regardé le week-end, là, il y a eu 3 arrestations de jeunes, puis là-dedans, il n'y avait même pas un maghrébin ou arabe ou peu importe. Donc, c'est pas particulier à notre communauté à nous. C'est juste que, présentement, nous, on vit une mauvaise passe. C'est notre tour. Avant, c'était le tour de quelqu'un d'autre. Peut-être demain, ce sera le tour de quelqu'un d'autre. Il y a eu des gangs de rue là, qui recrutaient des jeunes Haïtiens, par exemple. Exactement. Donc, il y a eu d'autres communautés avant. Aujourd'hui, c'est notre tour. On veut s'arranger pour que demain, ce soit le tour de personne d'autre. Maître Saty, j'ai évoqué là, en début d'entrevue là, le cas de ce jeune de 14 ans qui a été recruté par un gang criminalisé pour aller s'attaquer aux Hells Angels en Beauce. Ça a frappé l'imaginaire. 14 ans, on ne s'attend pas à voir des jeunes de cet âge-là. Il s'appelait Yanis Segouani. Est-ce que vous qui avez des antennes dans la communauté, est-ce qu'on sait comment il est tombé sous les griffes d'un gang criminalisé qui a été recruté comme ça? On ne sait pas. Les circonstances, je pense, sont totalement inouïes. La dernière fois, là, il y avait le jeune de 14 ans, il y a à peu près 6 mois, Mehdi Moussaoui, qui était décédé après une poursuite policière. Et à ce moment-là, on était choqués. Tout le monde était choqué. Comment est-ce qu'un enfant de 14 ans peut mourir? Puis là, on se ramasse 6 mois plus tard, des circonstances, par respect pour la famille, je ne vais pas le dire, mais des circonstances beaucoup plus horrifiantes, pour ceux qui le savent. Mais... Beaucoup plus horrifiantes que ce qui a été, raconté aux médias? Oui, okay. C'est beaucoup plus horrifiant. Les jeunes eux-mêmes le savent. Donc, on ne sait pas comment il a été recruté, mais je peux vous dire une chose intéressante. La journée même que le jeune est mort, moi, je le savais. Les jeunes le savaient sur les réseaux sociaux, ils avaient répandu sa mort, là. Fait que nous autres, on l'a su. Les médias l'ont su, puis les pauvres parents l'ont su quelques jours plus tard. Fait que si ça, c'est pas une preuve comme quoi les parents n'ont pas vraiment quelque chose à se reprocher, ils savaient même pas que leur enfant avait cette vie double-là. Donc, c'est une preuve comme quoi les gangs ont réussi à miner le lien de confiance avec les parents puis les enfants. Il y avait eu un appel justement à cette manifestation samedi dans un parc de Saint-Léonard, Maître Saty, un appel d'une dame maghrébine, d'une intervenante, qui a dit aux parents, là, il faut sortir la tête du sable, il faut parler à nos enfants. Je vous dirais que c'est pas un problème, ça non plus, qui est relié à la communauté maghrébine. Là. Ça peut être difficile de parler à nos ados, mais c'est quand même surprenant de voir qu'un ado de 14 ans puisse avoir une double vie comme ce que vous venez de me décrire. Oui, tout à fait. Écoutez, puis pour les causes, je peux pas savoir c'est quoi. Hein? C'est multifactoriel, on l'a déjà dit avant. Fait que ça peut être un problème d'identité. Un vide a été comblé par ces criminels-là que les parents... C'est quoi ce vide-là pour vous? Écoutez, pour moi, ça peut être une question identitaire, une question socio-économique, ça peut être de l'intimidation à l'école, toutes plein de choses que les parents, eux autres, ne sont pas outillés à contrer. Fait que c'est ce qu'on essaye de faire, de faire une initiative pour que les parents, justement, puissent combler le fléau que leur enfant a, peu importe le vide, que les criminels ne le fassent pas à leur place. C'est intéressant, mais vraiment consternant. Merci, Maître Saty, d'être venu nous parler de tout ça en studio. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, M. Lagacé. Bonne journée. C'était Maître Nazar Saty, avocat et bénévole à l'Association de la sépulture musulmane au Québec.
Parlons de pharmacie dans la presse aujourd'hui. On dénote là qu'il y a un problème de main-d'œuvre dans les pharmacies, de techniciennes, de pharmaciens, pharmaciennes aussi. Ça force la réduction des heures d'ouverture et ça cause toutes sortes de maux de tête aussi pour les gens qui veulent des médicaments. Benoît Morin est président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Bonjour, Benoît. Bonjour, Patrick. J'imagine que c'est pas une grande surprise pour toi ce que tu as lu dans la presse aujourd'hui, là. Absolument pas. C'est un reflet du contexte actuel dans lequel on opère depuis plusieurs années, depuis la pandémie, je dirais. Là, le manque de ressources, l'augmentation de la charge aussi fait en sorte que on n'a pas plus de personnel, donc il faut faire plus avec moins de monde. Puis on a perdu des employés de soutien aussi qui sont allés travailler dans d'autres secteurs qui étaient mieux rémunérés, fort probablement. Ça fait en sorte qu'on a une pression forte. Puis on envisage plusieurs solutions. De fait, on expérimente plusieurs solutions depuis quelques années, dont réduire les heures d'ouverture pour ne pas fermer complètement, mais plutôt, au lieu d'être ouvert jusqu'à 10 heures le soir ou même 11 heures dans certains cas, mais on a réduit vers 8 heures. Il y a plusieurs pharmaciens qui ont fait ça. Il y en a qui l'ont fait temporairement. D'autres ont continué sous cette façon-là. Et il y a des moments où ça pose plus de problèmes que d'autres, notamment les jours fériés, où dans certains secteurs, dans certaines villes, il y a peut-être moins de pharmaciens, de pharmacies d'ouvertes pour offrir le service. Donc, on essaie d'organiser ça aussi pour assurer une couverture quand même minimale à tout le monde, là. Ce que je lisais dans l'article aussi, il y avait quelque chose de surprenant, Benoît, là, des solutions logistiques. À Otterburn Park, il y a un système où, on peut commander nos médicaments, on peut aller les chercher après les heures d'ouverture. Il y a un système de casier. J'ai trouvé ça à la fois ingénieux et intriguant, je te dirais. Oui, c'est les deux en même temps, effectivement, mais c'est un système sécurisé. Évidemment, on a des normes à respecter. Ça prend un code, ça prend un accès unique à une personne, mais c'est bien fait. Puis les gens qui veulent y aller en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie peuvent y aller. C'est une façon comme une autre là, de pallier à ça, puis de mettre en lien aussi la disponibilité de la pharmacie avec la réalité des clients puis des patients. Ça, c'est une façon le fun. Il y a d'autres techniques qu'on a aussi. On est en train de s'automatiser, de déléguer aussi. Il y a plusieurs tâches que le pharmacien fait, qui peut déléguer à son assistant technique, mais ça prend plus d'assistants techniques aussi pour faire ça, ce qu'on n'a pas actuellement. Puis on a l'enjeu aussi des agences de remplacement. Qui, autrefois, faisaient partie de la solution quand on avait des manques ou des remplacements de vacances. Là, ils font partie du problème. C'est-à-dire qu'ils recrutent les pharmaciens à meilleures conditions, à meilleurs salaires, surtout meilleures conditions. Les pharmaciens ne veulent pas travailler le soir de fin de semaine et ils nous les retournent à gros salaire, donc ça pose un problème. Le même problème que dans le réseau de la santé où on a réglé avec des lois, chez nous, ça perdure. C'est ça, parce que le ministre Christian Dubé là, veut sevrer le réseau de sa dépendance aux agences là, qui fournissent des infirmières, mais pas que des infirmières. Benoît, est-ce que l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires que tu présides souhaiterait qu'il y ait une loi pour sevrer la dépendance des pharmacies aux agences de placement de pharmaciens et pharmaciennes? Dans un monde idéal, ça serait une solution simple à un problème complexe, mais nous sommes des entreprises privées aussi, avec notre autonomie, et on ne souhaite pas être légiféré par une loi qui va venir nous dire comment travailler si on veut. Fait que c'est pas dans notre ADN. On cherche des solutions internes à régler ce problème-là, parfois des solutions déontologiques aussi, parce que là, on a un enjeu de service à grandeur de la province. Là, en n'ouvrant pas aussi tard, aussi régulièrement les jours fériés, on a un enjeu de service. Donc, il y a un enjeu déontologique de service. Donc, on cherche des solutions qui vont régler ça, mais idéalement, c'est pas une loi dans l'entreprise privée qui vient régler ça, sauf que la solution est pas simple à trouver non plus, là. Merci beaucoup, Benoît, pour ces informations. Bonne journée. Merci, Patrick. Bonne journée. Benoît Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Prochain invité maintenant qui est en studio devant moi s'appelle Adil Fahmy. Vous ne le connaissez pas, mais lui connaît Pierre-Yves Beaudoin. Pierre-Yves Beaudoin, c'est le gars qui habite à côté de la salle de spectacle La Tulipe, qui a réussi à faire fermer, à force de plainte de bruit, La Tulipe dans une histoire qui est abracadabrante, qu'on a beaucoup abordée un peu partout au Québec la semaine passée. Adil Fahmy, lui, est locataire
Et il a eu Pierre-Yves Beaudoin comme propriétaire. Et ce qu'il a vécu, disons, est assez extraordinaire de bêtises. Adil Fami, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Pierre-Yves Beaudoin, c'est un type dont on a beaucoup parlé. C'est lui qui a réussi à fermer la Tulipe. Il a été votre propriétaire. Oui, il a été propriétaire pendant 2 ans. Vous étiez où? C'est un appartement près de la station métro Frontenac. Quel type d'appartement? C'était un 6,5. On était 4 locataires. 4 locataires. Et vous payez votre loyer, tout allait bien? Oui, le premier du mois, tous les paiements ont été faits pendant 2 ans. Aucun problème, là, pas de reproche. Aucun reproche. Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez commencé à avoir des problèmes avec Pierre-Yves Beaudoin, votre propriétaire? En fait, tout a commencé, c'était au mois de février, lorsqu'on a reçu les papiers pour renouveler le bail. Et on a dit qu'on avait un délai de 30 jours pour signer le renouvellement, mais que le loyer était augmenté de 600 $. OK. Vous étiez à combien avant? On était à 2600 $, puis c'est passé à 3200. OK. Est-ce que c'était une offre, disons, légal comme demande d'augmentation? C'est ce qu'on croyait. Au début, en fait, on croyait que c'était pas légal, donc on s'est informé, on a fait des démarches, puis on a consulté surtout l'aide de notre député, qui ont vraiment, son équipe est remarquable, on fait des petites recherches, ils nous ont dit, c'est probablement, tout est dans les règles, donc on s'est résigné, puis on n'a pas pu renouveler, on n'a pas eu de nouvelles de Pierre-Yves Beaudoin jusqu'à une semaine avant notre déménagement. OK. Et là, c'est là que l'histoire commence à être assez hallucinante avec votre propriétaire Pierre-Yves Beaudoin. Une semaine avant que vous déménagiez, qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu un courriel de Pierre-Yves Beaudoin qui disait qu'il avait fait des commandes d'électroménager pour les locataires qui allaient nous remplacer. Il disait que c'était laveuse, sécheuse, un frigo, quelques meubles et quelques commodes. Donc, on a quand même une petite idée, même si ça reste flou. Et qu'il voulait qu'on les entrepose dans le logement en attendant que le transfert se fasse. C'est-à-dire que nous, on quitte puis que les locataires arrivent, mais il voulait qu'on fasse ça une semaine avant. Donc, on était encore dans le logement. Est-ce qu'il y avait de la place pour entreposer tout ça? Impossible. C'était impossible. C'était un chantier. Puis il y avait les parents d'un de mes amis qui nous ont aidés à déménager, qui aussi étaient dans le logement à ce moment-là. C'était un chantier. Il n'y avait pas de place pour personne. Impossible. Et là, M. Fami, qu'est-ce que vous avez dit avec vos colocs à Pierre-Yves Beaudoin? On a répondu à son courriel qui, au début, paraissait comme étant une suggestion, c'est-à-dire est-ce que vous pourriez rendre ce service? On a dit, écoutez, on peut pas. Malheureusement, on peut pas. On a déjà tous nos électros, puis on déménageait vraiment le premier. Donc, on a passé toutes les nuits dans l'appartement jusqu'à ce qu'on quitte. Puis, il a répondu en disant que c'était une vengeance de notre part en raison des enjeux qu'il y avait eu avec la clause F, l'augmentation de 600 $, puis que c'était de l'immaturité. L'aviez-vous contesté, cette hausse-là? Oui, on l'avait contesté jusqu'à ce qu'on se fasse dire tout simplement que c'était dans les règles. OK, donc là, il vous accusait de vengeance, mais vous étiez, vous aussi, dans votre droit. Là. Vous n'aviez pas entreposé tout ça. Là. Absolument, on était dans notre droit. Puis, pour être très honnête avec toi, on aurait entreposé quoi que ce soit si c'était raisonnable. Mais c'est juste, c'est impossible qu'on puisse entreposer tout ça. OK, donc il vous a accusé de vous venger, votre propriétaire Pierre-Yves Beaudoin. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il nous a donné 24 heures pour accepter sa proposition. Et si on refusait, qu'il allait prendre les électroménagers, les meubles et les mettre dans la cage d'escalier. Et là, je cite ces mots, qu'on allait être obligé de déménager par l'issue de secours et le balcon. OK. Puis l'issue de secours était faite comment? Écoute, c'est un escalier en colimaçon qui mène dehors, mais c'est impossible. On n'aurait pas pu sortir même pas un sofa. Là. Ça, c'était la menace. Est-ce qu'il l'a mise à exécution? Non, parce qu'on a consulté... on a été obligé de faire appel à une avocate qui nous a représentés, qui a défendu nos intérêts. Puis, au début, même quand notre avocate est rentrée en contact avec lui, il semblait pas prendre ça au sérieux, disant qu'il s'en foutait, qu'il était prêt à aller devant un juge, puis qu'il allait quand même faire ce qu'il nous avait promis qu'il ferait. Puis, c'est vraiment lorsqu'il a reçu la paperasse, lorsqu'il a vu qu'on était sérieux, qu'on a vraiment pris les choses en main, c'est à ce moment-là qu'il a exprimé qu'il n'allait pas le faire, puis on n'a plus de nouvelles de Pierre-Yves Beaudoin. Mais vous avez quand même dû avoir recours à une avocate, payer une avocate pour faire entendre raison à Pierre-Yves Beaudoin. Absolument. Puis malgré ça, comme je dis, il a fallu que notre avocate vraiment soit relativement insistante, parce qu'il y a aussi l'enjeu des délais. Donc, tout se fait dans certains délais. Là. On s'était rendu probablement au 23-24. Donc, les choses devaient aller vite. Puis sans ça, il n'aurait pas reculé. Si la cause, M. Fami, n'avait pas procédé rapidement, vous auriez été pogné pour faire votre déménagement dans un escalier de secours en colimaçon parce qu'il aurait mis M. Beaudoin sa menace à exécution. Probablement, oui. Ouais. Quel souvenir vous gardez de M. Beaudoin? En fait, c'est le seul souvenir que j'ai de M. Beaudoin parce qu'en 2 ans, je pense que je l'ai vu une seule fois avant.
C'est quelqu'un qui est jamais là, quelqu'un qui est, je pense, à l'étranger la plupart de l'année. Lorsqu'on lui écrit un courriel pour avoir quelque chose, il nous explique justement qu'il est à l'étranger, que c'est difficile un peu de rentrer en contact avec lui, qui est vraiment jamais présent, sauf lorsqu'il a besoin de quelque chose ou Vous ne l'aviez jamais vu? Je l'avais vu une fois, en 2 ans. Quand vous avez vu que M. Beaudoin est impliqué dans toute la saga de la salle de spectacle La Tulipe, qui l'a fait fermer à coups de plainte puis à coups de victoire en cours, étiez-vous surpris? Ben en fait, on était déjà au courant parce que comme on avait fait un peu nos recherches pour savoir c'était qui le monsieur? Exactement. Puis on avait été aussi informé que c'était pas la première fois que lui-même avait eu des enjeux avec des locataires et tout. Donc mon rapport à cette information-là est plus celui de vraiment comme je me souviens de l'anxiété qu'on avait vécue parce qu'on se disait OK, à qui est-ce qu'on a affaire? Je suis surtout soulagé que ça soit derrière nous puis qu'on n'ait plus à faire avec ça, mais je peux t'accorder là, que ça a ajouté à notre stress. Merci beaucoup, Adil Fahmy, d'être venu témoigner de votre expérience avec Pierre-Yves Beaudoin, l'homme qui a fait fermer la salle de spectacle La Tulipe. Je pense que ça donne un éclairage sur le bonhomme. Je rappelle que vous avez témoigné dans une chronique tout récemment d'Isabelle Haché. On peut en lire plus sur ce monsieur Beaudoin. Merci beaucoup, Adil. Merci à vous, Félix.